Bonjour et bienvenue dans cette sixième partie consacrée toujours au langage HTML5. Dans la partie précédente, nous avons commencé à voir un petit peu ce qu'était le bootstrap de Twitter en créant tout simplement une balise qui avait un attribut classe et que cette classe portait un nom spécifique. Donc, en fait, avec le bootstrap de Twitter, c'est souvent en fait ce que vous aurez à faire, c'est rajouter des attributs classes avec un nom bien entendu que Twitter vous donne sur la page qu'on a vue au niveau de Twitter Bootstrap. Et puis bah c'est tout. En fait, c'est en gros c'est tout ce que vous avez à faire. Donc des fois la classe se mettra sur une div ou des fois la classe pourra se mettre sur autre chose. Ça peut être un span, ça peut être un paragraphe. Bon, après vaut mieux respecter la structure que Twitter donne, parce qu'on sait jamais. Mais vous pouvez des fois essayer de déplacer le class. Par exemple le class row, vous pouvez le mettre dans une section, et puis le class span 3, bah, vous pouvez mettre des articles au lieu de mettre des divs. D'ailleurs, bah, on va tester ça, tiens. Je l'ai jamais fait particulièrement, donc je teste en même temps que vous. C'est pour essayer d'avoir plus de logique au niveau sémantique. Malgré que les classes c'est pas très sémantique, mais bon, on n'a pas trop le choix de mettre ces choses-là quand on veut un petit peu styliser le contenu, quoi. Une page web, c'est sûr que c'est du contenu et du texte et que ça doit être structuré. Mais après, pour mettre en forme, on n'a pas le choix que de mettre des attributs un petit peu à un moment ou un autre sur ces fameuses balises. Donc ici, hop, je vais prendre la fin du article. Je vais le mettre juste à côté du div. Je vais enlever le div. Ce div là, je vais le remplacer par article. Le div de la section, je vais simplement l'enlever. Je vais réindenter un peu le code. Donc celui-ci, je l'ai enlevé. Vu que j'ai mis article au même niveau, là je vais le mettre à juste un décalage. Donc ici juste un décalage. Je vais formater plutôt un bloc. Et puis après je vais recopier ce bloc un peu partout. Voilà. Donc là il va me falloir 4 blocs comme ça. Donc je vais enlever tout ce qui est div, ce que j'ai fait juste un petit peu avant. D'ailleurs, il y a un petit article en trop qui traîne. Et voilà. Donc on a essayé de garder des balises qui ont du sens au point de vue HTML5, tout en appliquant les classes que Twitter nous indique pour pouvoir styliser le contenu. Vous avez vu que quand j'ai enlevé Twitter, quand j'ai enlevé ces liens là, quand je les ai mis en commentaire, vous avez vu que les divs ou les P s'alignaient les uns sous les autres et ne faisaient pas des colonnes. Donc on avait vu aussi au moment où on faisait des sections et des articles que ces trucs là ne stylisent en rien du tout. Font juste référence à des blocs de contenu qui leur donnent un sens. En revanche, ce qui est un petit peu stylisé, on va dire côté HTML, c'est le P. Le P fait en sorte qu'il y a un retour à la ligne à chaque fois avec une ligne d'espacé, puisque c'est un type bloc. Et c'est pour ça que ça donnait tous les trucs en ligne quand on mettait pas le bootstrap de Twitter en place. Mais ensuite on a rajouté des divs avec des classes. Et comme je vous ai expliqué, c'est pareil, c'est pas les divs
qui font que ça fait des blocs comme on a vu les colonnes, mais c'est simplement les attributs classes qui sont repris dans le CSS, et c'est grâce à cette chose en fait que il a refait des blocs comme on avait un petit peu dans un tableau. Donc je vais retourner sur ma page de Bootstrap, parce que là je suis revenu à ma page d'accueil. Et on voit que le design n'a pas été cassé, que le style est toujours respecté, comme si j'avais laissé des divs. Seulement, j'ai pas laissé de divs. Donc, ce fameux Bootstrap, d'ailleurs on va y retourner sur cette page. Et même c'est une page que je conseille de mettre en favori. Donc ouais, vous pourrez la mettre ici, limite au début, ou là, ou la page d'accueil, c'est un peu vous qui voyez où vous voulez tomber dès le début. Je sais que la base CSS c'est une page qu'on y revient assez souvent. Et composante aussi, c'est une page qu'on va pouvoir aussi y revenir assez souvent. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Bon, déjà, on se rappelait que dans Get Started, il nous proposait un petit peu des thèmes par défaut. Donc les templates qui nous dit, plutôt c'est dans les exemples, puisque c'est en dessous. Et ici, on a plusieurs exemples de style, de façon dont on va positionner nos éléments sur notre page, qu'on pourrait choisir en un clic et utiliser ça sur notre site. Alors on va partir sur un truc plutôt simple, c'est-à-dire celui-ci, le starter, kit de démarrage quoi. On clique dessus. Et comment on utilise ça? Alors on va regarder tout simplement le code source. D'accord, le code source, c'est ce que j'avais dit, c'est ce qu'on écrit dans nos fichiers. Donc tout simplement, j'affiche le code source de cette page. Et tout ce que j'ai à faire, c'est un petit peu du copier-coller de ce code source. Donc ce code source, bien sûr, il va utiliser des trucs à lui. Donc par exemple, l'attribut lang, dans la balise HTML, c'est vrai qu'on l'a pas mis, mais on pourrait mettre lang fr pour nous. Il a le titre de sa page, mais nous on aura le titre de notre page. Il y a des attributs ici qu'on verra un petit peu plus tard dans les méta. Il rejoint sa feuille de style Bootstrap, et on l'a déjà. Bon, ensuite c'est vrai qu'il y a une balise de style, voilà, c'est un petit peu du CSS, mais ça, pour l'instant on s'en occupe pas. Il lit la feuille responsive comme le Bootstrap CSS, donc c'est ce qu'on a fait dans notre truc. Puis là c'est des icônes pour tout ce qui est un petit peu les iPhones, sauf la dernière qui est un petit peu la favicon. Donc ici il a mis au format PNG, apparemment ça a passé. Et après on a le body, donc tout ce qui est dans le contenu de la page. Puis avant la fermeture du body, tout ce qui est les scripts. Donc lui il charge plein de scripts, mais en fait nous on a le script qui s'appelle bootstrap.js, et ce script bootstrap.js contient tous ces scripts dedans. En fait tout le code de ces fichiers là est dans un seul fichier qu'on a téléchargé déjà, et qu'on a aussi mis avant la fin du body, avant le script, après le script plutôt jQuery. Donc en d'autres termes, pour recopier un petit peu sa structure, tout ce qu'on a besoin, nous, finalement, ça serait tout ce qui est dans ce fameux body. Donc la div ici qui commence, jusqu'à cet endroit-là qui se termine. Donc je peux copier ce code, puis à nouveau me créer une nouvelle page. Donc vu que ça c'est ce que je viens de copier, c'est un petit peu dans le bloc du body, donc je vais reprendre la structure d'une de mes pages,
pour remettre la structure, puis après je vais coller seulement ça dans la structure, ce qui sera plus simple à faire. Donc vu que ma page d'avant Bootstrap possédait une structure, donc je vais faire un CTRL A, CTRL C, et je recopie toute cette structure dans l'autre. Tout simplement, là pour l'instant je vais garder simplement la section, je vais enlever tout ce qui est article. Donc là c'est pareil, la section avec le personnage, je pense qu'on l'a assez vu. Là ça sera dans le header. Template Bootstrap, un petit peu ce qu'on fait. Donc je vais copier ce qu'il y a dans le header, dans le title. Les liens pour les fichiers, ils vont pas bouger puisque je vais enregistrer ma page juste à côté des autres, tout simplement. Donc ici, c'est vrai qu'on pourrait rajouter l'attribut langue égale fr, qu'on pourrait remettre d'ailleurs ça sur toutes nos pages. Là, la section classe row, je vais enlever la classe, je vais juste garder le section. Et voilà, vu que je suis dans mon body, je vais coller le code du template ici dans ma section. Donc je copie, puis je viens coller. Donc bien sûr, je vais réindenter le code pour que ça passe mieux. Là, j'ai dû en faire un de trop. Parce que voilà, l'indentation n'est pas tout à fait au top. Bon, ça ira comme ça. Donc ici, c'est vrai que dans la section, ici au début, il déclare ce qu'il appelle une navbar. Donc c'est une barre de navigation. Et nous, on avait plutôt un endroit pour notre barre de navigation qui était dans le aside. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon aside. Puis, là, il y a deux divs, on va dire. Et ensuite, il y a une div en plus qui va un petit peu contenir tous les éléments après du menu qui sera dedans. Donc moi, vu que j'ai un aside, un nav, je peux limite garder le aside, puis comme on a vu, rajouter les attributs du Bootstrap. Donc, hop, je peux les couper et les mettre sur mon aside. Ensuite la navbar inner là, même chose, je vais le mettre sur mon nav cette fois-ci. Donc là, en gros, vu que j'ai aside, nav et qui se ferme, ces deux divs là me servent à rien. Et les deux derniers divs, par conséquent, me servent à rien. Donc ensuite, ici, on va voir un bouton, puis un élément A, puis à nouveau une sorte de bloc, qui lui-même contiendra les liens du menu qui sont comme nous ici. Donc ce que je vais faire, je vais garder ma structure ici, UL-LI, seulement lui sur des UL il rajoute la classe nav. Donc hop, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V. Et sur le tout premier LI, apparemment il met une classe active. Donc sur mon premier LI, je mets la classe active. Ensuite, vu que la structure UL-LI, maintenant que je l'ai moi, j'enlève celle-ci. Que cette fameuse structure UL-LI, qui est déjà dans ce bloc que je suis en train de préparer, est encadrée de ce div qui a la classe nav collapse. Donc je le rajoute.
Voilà. Donc bien sûr, je vais refaire de l'indentation pour décaler le bloc. Donc ensuite, au même niveau que ce div qui avait la classe nav, il a un bouton et un A. Donc bah, ce bloc je le coupe, puis je le mets au même niveau que mon div. Je vais réappliquer un peu mieux le style du texte, voilà. Et tout ça est entouré d'une div qui a la classe container. Et hop, même chose, je redécale. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste juste une div qui a la classe container. Donc bah, ça, je peux le mettre sur ma section. Du coup, le div, bah, je peux l'enlever. Et voilà. En gros, j'ai appliqué le thème du template de Bootstrap en l'adaptant un petit peu à mon propre template à moi, c'est-à-dire la structure de notre site qu'on possède. Donc ce fichier, bah, je vais l'enregistrer sous le même endroit que les autres. Je vais l'appeler, allez, thème. Bon, on devrait dire template, mais c'est un peu long. Ah, oups, je me suis trompé, je l'ai mis en TXT. Donc c'est pas grave, je l'enregistre sous à nouveau. Celui-ci, je vais le supprimer. Et ici, je vais lui dire que c'est du HTML. Voilà. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à appeler mon fichier thème HTML, voir ce que ça donne. Donc on voit que ça reproduit la structure de ce qu'on a vu ici. Donc là, je suis bien sur Twitter. Sauf qu'il y a un petit élément au-dessus qu'on voit pas, qui est un petit peu en dessous le menu, c'est pour ça qu'on voit des espèces de vagues, mais en fait c'est le bas des lettres. Donc ça c'est dû juste à ce petit bloc qu'on n'a pas rajouté, qui est ici body padding top 60 pixels. Donc pour l'instant on s'occupe pas, on va juste prendre cette partie là, qu'on va copier, tout ce qui est de style à style. Donc ça c'est une balise HTML, style, mais ce qu'il y a dedans c'est du contenu CSS. Et cette balise the style, elle se trouve dans le head, comme on peut le voir. Donc dans notre head, alors peu importe où, comme je vous dis, hein, tant que c'est juste dans le head, on va mettre notre balise de style ici. Donc, hop. Et voilà. Donc ici c'est un petit commentaire, on peut enlever le commentaire, juste garder le vrai code qui nous sert, c'est cet élément là. D'ailleurs ça vous donne un petit aperçu de ce que ça va être plus tard le CSS. Donc à nouveau sur ma page, je vais l'actualiser. Et voilà, il n'y a plus de problème, tout est dans l'ordre. Et on a déjà nos deux liens. Donc retourner à YouTube. Donc là je vais utiliser le retour arrière puisque j'ai pas les liens de mon menu. Et puis je peux aller à mon accueil. De même je retourne en arrière. Et ici Project Name, quand j'ai cliqué ça a ajouté un petit dièse ici. Ça veut dire que ça renvoie sur la page en cours. En gros ça nous emmène nulle part, si ce n'est que sur la même page. Donc bien sûr ce Project Name on peut le changer. Ce project name, c'est ce qu'on voit ici en tant que texte, qui se trouve dans la section de notre menu, avant nos deux boutons, YouTube et accueil. Donc ici on pourrait dire, par exemple, voilà, vu que c'est une XVR, je vais appeler ça une XVR. Et comme ça on a le nom
du site, et puis à côté on aura les menus à la suite. Donc continuons un petit peu à explorer. Donc ici on voit dans notre balise qu'on a mis header template bootstrap, d'accord. Et lui ici il a une section class container et dans lequel il a écrit son texte qu'on a recopié. Nous on voit que notre texte est très collé en fait par rapport au bord. Donc ce qui serait bien c'est de trouver quelque chose sur Bootstrap qui va nous permettre de décaler un petit peu ce truc du bord. Bah en fait c'est pas très compliqué, c'est ce qu'il appelle la classe container en fait. Il suffit qu'on prenne cette classe container et que je la copie sur mon header. Je vais l'enregistrer. Je vais pas actualiser tout de suite puisque j'ai le même problème sur mon footer. Donc mon footer, même chose, je pourrais lui appliquer la classe container. J'enregistre et j'actualise ma page. Et on voit que les éléments se sont vite décalés comme Bootstrap. Donc là vous voyez un petit peu ce qu'est la puissance du CSS sans vraiment voir c'est quoi dedans, mais vous avez vu que notre page bah d'un seul coup elle a pris du style quoi. Elle a de la gueule un petit peu comparé à nos pages précédentes qui ressemblent à pas grand chose. Donc entre nos pages actuelles comme thème et Bootstrap par rapport à notre page par exemple index ou accueil, tout ce qui change c'est uniquement le style. D'accord? La structure qu'on étudie nous, le HTML, n'a pas changé entre toutes ces pages. On a continué à faire comme on a appris tout en continuant les formations que l'on voit, les vidéos que l'on voit quoi. Alors là on va voir un petit truc qui va un petit peu nous simplifier la vie, notamment donc là pour moi ça sera pas trop visible pour vous dans le sens où l'écran est petit et du coup c'est pas très cool, mais si chez vous vous avez comme moi la chance d'avoir deux écrans ou sur votre grand écran si vous avez un grand écran, ça va être très pratique. Bon, vous allez voir de quoi je vais parler. En fait à chaque fois que je modifie un truc, par exemple le H1, donc le H1 que je suis en train de modifier c'est ce Bootstrap Starter Template. Donc je voudrais dire par exemple mon titre de niveau 1 et j'enregistre mon fichier de thème. Voilà. Mais à chaque fois je suis obligé de revenir sur le navigateur puis d'actualiser la page pour voir le changement s'effectuer. Ce que j'aimerais c'est comme j'ai fait là, c'est-à-dire j'écris mon titre comme je le change, puis quand j'enregistre, le navigateur s'actualise tout seul, sans que j'ai besoin de cliquer là-bas. Et qui s'actualise pas toutes les 5 secondes, c'est-à-dire qui s'actualise uniquement que si je modifie vraiment le document. Et que si je le modifie pas, il s'amuse pas à s'actualiser comme ça pour rien. En gros. Donc ce truc existe et il porte le nom de Live Reload. Donc ça va marcher un petit peu en deux temps. Premièrement, il faudra télécharger le programme pour le système d'exploitation. Puis il faudra télécharger un plugin pour le navigateur en question. Donc le programme, ça sera selon votre système, d'accord, et puis le navigateur, c'est selon celui que vous utilisez. Évitez Internet Explorer. Mais bon, après c'est votre choix. Donc on va sur Google et ici je vais taper comme je viens de vous dire Live
et vous voyez tout de suite Live Reload. Donc bah tout simplement on va sur le site de Live Reload, hein. Donc là bah, en fonction de vos systèmes, bah, vous suivez un petit peu ce qui est indiqué. De toute façon c'est vos systèmes, donc vous savez à peu près ce qu'il y a à faire sur votre système. Comme ici on est sur Windows, donc je vais partir sur Windows, donc je vais télécharger la version. Donc voilà, maintenant que Live Reload est là, je vais l'installer comme n'importe quel programme. Donc bien sûr ça marche hein, quand vous avez aussi un serveur web à côté. En gros que ça marche pour des pages web quoi, hein. Ça marche pas pour tout. Donc là il va prendre un petit moment à faire ça. Donc je vais mettre en pause le temps qu'il termine cette étape. Alors il a fini sa petite étape et il nous demande de débloquer un petit peu le réseau privé pour pouvoir communiquer sur votre PC en fait. Donc le réseau privé, autorisez-le, le réseau public, c'est non recommandé. Donc voilà comment se présente ce programme. Donc la première chose à faire, ça va être d'ajouter un folder. Donc un site folder, c'est un dossier qui se trouve normalement sur votre site. Donc bah nous, vu que tous nos fichiers actuellement se trouvent dans le dossier racine qui est local web, bah on va aller dans ce local web et c'est lui qu'on va dire ah voilà, mes fichiers en gros sont dedans. Donc je vais lui dire ça. Donc dans ordinateur, dans C, dans serveur là où j'ai mis mon EasyPHP, dans le dossier data, dans le dossier local web, et ici bah, je vise simplement local web puisque tous mes documents se trouvant dans ce dossier là. Voilà. Donc après il ajoute vos dossiers comme ça au fur et à mesure du temps si vous en avez plusieurs. Il suffit ensuite de cliquer sur cet élément pour voir cette chose là. Et ici on a deux choix, soit before, c'est-à-dire avant le body, on inscrit ça sur nos pages et puis après ça marche tout seul, ou soit on installe le browser extension, c'est-à-dire une extension pour le navigateur. Donc on peut cliquer sur ce lien, hein, il va nous ramener sur la page un petit peu Live Reload, puis bah, selon votre navigateur, donc vous voyez il n'y a pas tous les navigateurs, hein. Safari ok, Chrome ok, Firefox ok, mais les autres un petit peu on oublie. Donc moi j'ai Chrome, donc je vais télécharger pour Chrome, hein. Et bon bah j'ajoute ceci à Chrome. Et voilà. Donc l'extension est ajoutée comme le Clear Cache qu'on avait ajouté précédemment. Donc la page là je peux la fermer, cette page là aussi, et cette page là aussi. Donc la source de Twitter, bah pour l'instant on n'en a plus besoin. Le site de Twitter, lui j'ai dit que j'allais le garder en favori. Donc petit retour arrière et hop. Alors, c'est vrai que vous pouvez vous demander la question, mais pourquoi on dit bootstrap de Twitter? Il n'y a pas de Twitter là-dedans. Bah, en fait si. C'est les développeurs de Twitter, ceux qui créent un petit peu le site de Twitter, on va dire, quand vous allez dessus, bah, les boutons et tout ce que vous voyez sur Twitter, en fait, ils ont créé ce fichier CSS comme vous avez vu, que vous avez intégré dans le site, dans notre projet, on va dire. Et bah, c'est ça en fait, c'est tout ce qu'on voit là en gros. Ce qui permet à des gens comme nous, on va dire, qui ne savent pas pratiquer le CSS,
mais qu'ils ont envie d'avoir une belle apparence, comme on commence à voir, très simplement. Voilà, juste en mettant les noms là où il faut dans les balises HTML. Donc on a juste à connaître le HTML quand même, donc c'est un petit peu pour ça qu'on a commencé par le HTML avant de commencer par le CSS, de même que le CSS ne fonctionne pas s'il n'y a pas de HTML à côté. Donc on voit bien que le HTML étant bien la base, mais après vous verrez que le CSS est un petit peu plus compliqué. C'est pas encore un langage de programmation non plus, mais c'est déjà un langage bien plus costaud que le HTML. Donc c'est pour ça que ce truc CSS tout fait, bah même si on connaît le CSS, cette histoire de CSS tout fait est très pratique en fait. Surtout quand on fait des sites en développement comme ça basiquement, bah on se prend pas la tête à refaire des règles qui sont déjà écrites dans ce fichier quoi. Donc ça on verra plus tard. Pour l'instant, on va garder ce lien précieusement puisque vous vous rendez compte qu'on va aller souvent sur cette documentation pour savoir quel élément on doit marquer dans nos balises pour que ça respecte le style que l'on voit sur cette page quoi. C'est aussi simple que ça, ce qu'on va faire avec ça. Donc il n'y a pas besoin de l'apprendre par cœur puisque c'est pareil. Ce Bootstrap est en version 2 et dans peu de temps il va passer en version 3. Donc ne vous amusez pas à apprendre par cœur toutes ces choses, c'est pas la peine puisque dans pas longtemps ça va changer encore. Donc mais simplement mettez la nouvelle page en favori s'il y a une nouvelle page au cas où, mais ça m'étonnerait, ça sera juste cette page qui va être mise à jour. En tout cas, gardez le lien vers cette page puisque vous aurez souvent besoin d'y aller. Après, les trucs que vous faites tout le temps, c'est pas la peine d'aller sur la page à chaque fois si vous connaissez la chose. Mais de temps en temps, allez y faire un tour puisque ça peut se mettre à jour comme ci, comme ça. Donc voilà. Donc notre histoire de Live Reload qu'on vient d'installer. Alors comment ça marche? Bon, premièrement, on a le programme et dans lequel on a ciblé notre dossier qui était sur notre serveur web. Donc là, pour faire simple, c'est carrément le dossier web, puisque pour l'instant, sur le serveur web, il n'y a qu'un seul dossier qui l'écoute et c'est celui-ci. Donc, c'est le dossier racine. Plus tard, on verra comment créer plusieurs dossiers pour avoir un peu plusieurs sites, quoi. Ensuite, on a installé l'extension pour le navigateur. D'accord, c'est ce qu'on vient de faire. Donc ici, quand on a donné le dossier et que le programme est démarré, pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, il nous dit qu'il n'y a pas de browser connected, il n'y a eu pas de changement, il n'y a pas eu de file compilé. Ça on verra plus tard, c'est pas pour nous pour le moment. Et il y a eu 0 rafraîchissement. Donc si ici je viens dans mon document et que je dis par exemple mon titre d'article, que ça je le mets un petit peu en dessous pour le moment pour voir notre page ici, et que j'enregistre mon document, il se passe rien. Donc pour qu'il se passe quelque chose, dans un premier temps, pourtant il a vu qu'il y a eu un changement d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a eu un changement, on voit que le dossier a été rafraîchi par ce programme Live Reload. Par contre, comme il y a 0 browser de connected, alors le browser n'a pas réactualisé la page. Pourtant, lui, il l'a détecté, puisqu'il y a 1 et tout à l'heure on a vu il y avait 0. Donc en fait, ce que vous devez faire, parce que là vous pouvez pas mettre l'URL, d'accord? Ce que vous devez faire, c'est ici, sur la page, l'endroit où vous voulez écouter. Donc il est plus conseillé par contre d'écouter au niveau de la racine de votre site, parce que si je l'active ici, il va seulement écouter sur ce fichier thème, et dès que je vais passer sur YouTube, si je modifie quelque chose dans le fichier YouTube et que j'enregistre, il se passera rien. Alors vaut mieux ici cibler la racine du site, c'est-à-dire à tout notre site. En fait, vu que tout notre site se trouve dans le dossier local web qui lui se trouve à cette adresse, c'est tout ce dossier qu'on va écouter. Donc ici, comme son nom l'indique, je vais enable, c'est-à-dire je vais activer Live Reload. Voilà, donc il n'y a pas un grand miracle quand on fait ça. Il suffit de repasser la souris dessus et on va voir là, il est connecté. Et puis si je clique, je le déconnecte. Donc je le laisse connecter. Je vérifie que mon programme ici, Live Reload, sur mon PC, a bien un browser de connected.
Donc il a détecté que mon navigateur était connecté. Et ça, on peut le réduire puisque on n'en a plus trop vraiment besoin pour le moment. Donc là, par contre, je vais repartir sur ma page de thème puisque c'est là où j'étais. Donc tout simplement, c'est ne pas fermer l'onglet. D'accord? Tant que l'onglet n'est pas fermé, ce truc-là va rester connecté, peu importe si vous vous baladez dans les pages. Mais évitez de vous balader sur Internet dans cet onglet-là, puisqu'il écoute cette adresse-là. Donc, vous verrez. De toute façon, il est logique de rester sur la même page. Donc ici, dans le P, là, je vais enlever ce qui est écrit. Hop. Et je vais écrire voici le contenu de mon premier article en HTML5 avec le Bootstrap de Twitter. Et le tout sans rien connaître au CSS3. Donc là ça va être magique puisque quand je vais enregistrer ce fichier, pour l'instant je ne l'ai pas enregistré, vous avez vu la disquette, dès que je vais enregistrer, la page automatiquement va s'actualiser, le contenu en anglais va être remplacé par ce que je viens d'écrire. Donc en gros c'est pas moi qui va actualiser la page. J'enregistre le document, vous le voyez, je vais le faire d'ici. Et hop, automatiquement, le contenu a été mis à jour. En d'autres termes, maintenant j'ai plus besoin de me prendre la tête à rafraîchir la page. Donc si vous n'avez pas trop de place, c'est pas très grave non plus, parce que vous pouvez par exemple mettre ce truc là en grand. Je vais copier, comme on a l'habitude de faire, ce bloc, et je vais en recoller un deuxième. Et ici, je vais enregistrer le document. Donc la page s'est mise à jour, mais je l'ai pas vu puisque j'ai mon truc en grand. Mais c'est pas grave, après quand je retourne sur mon navigateur, voilà, ma page est déjà actualisée, j'ai toujours pas besoin d'aller actualiser. Donc qu'on le voit en direct ou qu'on navigue entre les trucs parce qu'on n'a pas trop de place, ça revient au même, le tout c'est que ça s'est actualisé quoi. Donc voilà cette petite astuce. Alors on va en voir une deuxième, tant qu'on est sur cette petite page. On avait d'ailleurs je vais garder celle-ci, je vais juste redupliquer une section. Et je vais effacer le contenu de la section. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir une ligne, d'accord, comme on a un petit peu vu précédemment. Donc, quelque chose qui aura la classe row, puisque je voudrais une ligne. Ensuite, comme on sait que c'est divisé en 12 colonnes, donc je vais vouloir encore... allez, je vais pas mettre 4, cette fois-ci je vais en mettre 3. Donc je vais vouloir 3 blocs. Donc je vais devoir diviser 3 par 12. Ce qui veut dire que je vais créer 3 articles qui auront tous la classe span4. 3 x 4, 12. Donc je vais faire ceci. Donc article, César. Oups, j'ai oublié. Parce qu'il y a la classe row, et la classe row, je vais la mettre sur article. C'est pas très logique de mettre ça sur article. Donc là on va rester sur une div. Donc je vais mettre une div qui a la classe row. Donc classe, on sait que ça se dit par un point. Cette div qui a la classe row, elle va contenir, elle, 4 articles. Donc, des articles qui auront la classe span 4.
cet élément article, cette balise article, j'en veux 3. Et ce qui serait intéressant, c'est que dans chacun de ces articles, j'aurai un paragraphe qui lui-même va contenir, et là c'est un petit peu le nouveau truc, vous vous rappelez du lorem ipsum, le truc qui nous donne du code, pas du code, mais du texte en latin. En fait, le plugin mmet, donc le truc Zencoding qu'on utilise là en ce moment, il intègre ce lorem ipsum directement. En d'autres termes, tout ce qu'on a besoin de lui dire, c'est que dans les paragraphes, je vais vouloir du lorem, et tout ce qu'il a besoin de savoir à ce niveau-là, à part le mot-clé lorem, c'est le nombre de mots que vous voulez. Disons ici que je veux 200 mots. 200 mots dans chacun des paragraphes de mes articles. CTRL ALT Entrée. Donc j'attends qu'il réfléchisse pour me faire ça. Et voilà. Donc je me retrouve avec mes articles, déjà mon div qui a la classe row. Je me retrouve avec mes 3 articles 1, 2 et 3 qui ont tous la classe span4, 3 x 4, 12. Dans chacun d'eux, j'ai un paragraphe qui contient du lorem ipsum à hauteur de 200 mots. J'enregistre mon fichier, puis je regarde dans mon navigateur. Donc là, on a bien les 3 blocs, d'accord, chaque paragraphe contenant 300 mots. Ça, c'est les 2 blocs qu'on avait juste avant. Donc, voilà comment combler un petit peu les 3 choses. C'est-à-dire, utiliser des balises le mieux possible du HTML5, en évitant de mettre des divs partout ou des spans partout. Là, on a bien mis des P, pas des spans. Donc, premièrement, c'est ceci. Essayez de au mieux respecter la structure HTML5 qu'on apprend sans claquer des divs partout. Ensuite, vu que vous pouvez pas mettre les divs que Twitter vous donne, mettez ces classes sur vos balises que vous avez définies à la base. Changez pas votre structure, tout ça parce qu'on vous dit mets un div à la place d'une section. Non, si vous voulez mettre une section, mettez plutôt la classe sur cette section, tout simplement. Ensuite, on a vu comment donc du HTML grâce au Zencoding, plutôt, comment on peut utiliser le Zencoding en générant des structures HTML tout en intégrant en même temps les classes pour le bootstrap de Twitter et en même temps générant du lorem ipsum pour avoir un petit rendu visuel rapidement. Donc vous voyez que le Zencoding, encore une fois, a toute sa puissance dedans. Vous voyez que c'est un truc qui vous servira quand même beaucoup, qui est très utile et très pratique. Et dans le même temps, on a vu un petit peu le live reload qui nous permet d'avoir des pages qui se rafraîchissent instantanément à chaque changement, et non pas tout le temps même quand il n'y a pas de changement. Alors là, ce que je vais vous proposer de voir avant de faire ensuite en sorte que le site qu'on a pour le moment commencé, on va dire, à créer les pages qu'on a créées, on les mette tous dans le même style pour que ça fasse un peu plus beau. Donc avant cette petite étape, ça va prendre un petit moment quand même, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de pages pour le moment encore. Donc avant cette petite étape, on va voir un petit truc encore intermédiaire. On va revenir un petit peu sur notre serveur web Apache. Alors, il est vrai que depuis le début, on stocke tout dans local web. Mais peut-être que vous allez avoir plusieurs projets.
et que vous avez peut-être pas envie de les stocker tous là-dedans. Donc c'est vrai qu'il y a une solution qui consisterait par exemple à dire par exemple projet 1, et ça vous mettrez le nom du projet quoi. Puis vous mettez tous vos dossiers dedans, de votre projet 1. Mais le problème c'est que dans le web, ça fera 127.001/projet1/ et puis vos documents qui seront dedans. Ce qu'on aimerait bien c'est d'avoir une adresse un peu plus style web dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on puisse un peu choisir le nom de l'adresse qui est là-haut et non pas simplement 127.001. Et dans un deuxième temps, de pouvoir choisir où est-ce qu'on va placer nos sites web. C'est-à-dire que nos sites web, on ne sera pas obligé de tous les mêmes dans un même endroit. On pourrait en mettre un par-ci, un complètement par là, un autre par là-bas. Bon, je vous conseille pas de faire ça non plus, mais voilà, on va... En d'autres termes, on va voir un petit peu plus dans la configuration d'Apache afin de se créer ce qu'on va appeler des hôtes virtuels. Un hôte virtuel va pouvoir contenir des sites virtuels et d'autres trucs dans le genre, comme des alias de sites. Mais bon, les alias, pour le moment, on n'en aura pas vraiment besoin. Ce qu'on aura besoin, c'est principalement d'avoir des sites virtuels pour pouvoir par la suite, si on commence à développer plusieurs projets, au moins d'avoir par site un projet et non pas 50 projets sur un même site. Ça nous facilitera la tâche. Donc comment faire ceci? Alors normalement les PHP proposent un truc assez simple pour le faire, mais souvent ça marche pas comme il faut. Et là apparemment maintenant il y est plus par défaut. En gros c'est un espèce de module qui va vous permettre de créer des hôtes virtuels en quelques clics. Mais là voilà. Et pour les alias, ça marche plutôt bien, vous pouvez le créer. Donc un alias c'est le fait que votre répertoire ne se trouve pas forcément dans local web, il pourrait se trouver n'importe où sur votre ordinateur puisqu'il va vous demander dans un premier temps où est le répertoire qui contient les fichiers. Et dans un deuxième temps, vous devrez choisir un nom qui sera visible dans l'adresse web. Mais ce nom, c'est pas une adresse web, c'est juste un nom, comme un pseudonyme, d'accord? Un mot, en fait. Et cet alias, pour y accéder, il faudra taper l'adresse du serveur par défaut qui est 127.0.0.1. Et comme par exemple, ici, c'est un très très bon exemple, le home, là, que vous voyez, on est bien d'accord, il se trouve pas dans le local web. Et pourtant, il vise comme si qu'il viserait un dossier home. En fait, ce home est un alias. Cet alias, en d'autres termes, emmène là où on l'avait vu, ici. En d'autres termes, le chemin de home se trouve à cet endroit-là sur notre disque dur. Et ce que l'on voit dans le home, c'est ces fichiers ici, en fait. Et quelque part dans Apache, on lui a dit que home était un alias, et par conséquent cet alias apparaît sous cette forme. Alors ça marche bien comme ça, mais il y a un petit défaut à ce truc, c'est imaginons que dans mon local web, j'ai un dossier home qui existe vraiment. Et que dans ce dossier home, je vais y faire une petite copie de ma page d'index. Donc tout fonctionnera peut-être pas forcément puisqu'elle est liée à des choses qui sont plus au même endroit. Mais c'est pour une démonstration. Et ici, je vais demander home. Et vous voyez que ma page d'index, elle s'affiche pas en fait. Tout bonnement parce que ce home le redirige dans le dossier qu'on vient de voir il y a 2 secondes. Donc son dossier qu'il a décidé pour afficher cette page quoi. Dans Binary home. Il continue d'afficher cette page. Rappelez-vous que le index.php, parce que c'est pour ça qu'il affiche la page, c'est parce qu'il y a un fichier index comme on a déjà vu.
Celui qui prend le dessus, c'est HTML, puisque HTML dans la liste, comme on avait vu aussi, était bien avant le PHP qui était un petit peu à la fin. Donc là, je vais court-circuiter son index en mettant mon propre index HTML. Et voilà, j'ai ma page d'accueil dans Home. Mais attention, c'est pas le Home que j'ai décidé, c'est bien ce Home-ci. Donc c'est ça un petit peu l'histoire de l'alias. C'est bien, mais il faut faire attention parce que si le dossier existe réellement, l'alias va prendre le pas dessus. D'où la raison qu'on va créer des serveurs virtuels, des hôtes virtuels, pour pas avoir ce genre de problème si on décidait de partir dans cette logique que je déconseille, on va dire. Mais les alias, ça peut servir pour pas mal de choses aussi, hein. Ça, je dis pas que c'est nul les alias, mais il est plus judicieux d'utiliser des hôtes virtuels. Voilà. Donc, pour créer des hôtes virtuels, alors on va devoir aller dans serveur binaries, on va être dans le dossier Apache et dans le dossier de configuration d'Apache. Et ici on voit un inc virtual host conf. Alors, avant ça, bon, il y a le fichier HTTPD, mais on sait que c'est pas lui qu'il faut regarder puisqu'on utilise EasyPHP et qu'il faut qu'on regarde confile. Donc, dans un premier temps, je vais éditer ce fichier-là qui est lu en premier par Apache. Et dans celui-ci, vous vous rappelez les espèces de modules qu'on a vu, bah c'est ici en fait. S'il y a un petit guillemet là, un petit dièse devant la ligne, ça veut dire que le module n'est pas chargé. Par contre, s'il n'y a pas de dièse, ça veut dire que le module est chargé. Et un module qu'on avait vu rapidement, c'était le dir je sais plus trop quoi. Le mode dir ici. Ce mode dir qu'on avait vu juste après la déclaration du serveur. Donc on avait vu le nom du serveur, le directory, le répertoire route, comme on est tout le temps dedans. Puis juste après on avait vu ce fameux truc, si dir module. Et dir module c'était les histoires des index, qui justement index HTML est bien avant index PHP, comme on avait déjà vu. C'est pour vous le rappeler. Donc là, le module dir est chargé, du coup ces trucs-là rentrent en compte. Et donc c'est comme ça qu'on sait que si le module est chargé ou pas, il suffit de regarder là, à cet endroit-là, si la ligne a été décommentée ou pas. Donc nous, on va utiliser des hôtes virtuels, et les hôtes virtuels dans le fichier de configuration, ils sont tout en bas. Vous voyez, ici, virtual host, c'est la toute dernière ligne, et il dit qu'il inclut dans le dossier conf, puisqu'il y a un slash ici, le fichier qui s'appelle virtualhost.conf. Inc virtualhost.conf. Donc là, il fait bien sûr référence, parce que ici il n'y a pas de dossier conf, on est bien d'accord. Il fait référence bien sûr par rapport au répertoire d'Apache, comme si qui était ici. Et du coup, il y a bien un dossier conf. Et dans ce dossier conf, on a bien un include virtualhost.conf. Tout comme les alias que je vous ai parlé il y a quelques minutes, alias c'est ici. Donc on va éditer ce fichier de configuration pour des hôtes virtuels. Et là-dedans, par défaut, on voit rien. Alors, pour voir à quoi ressemble un virtual host, heureusement, Apache, dans les extras, je pense, a un fichier httpd vhost.conf qu'on va éditer. Et ici, justement, on a la configuration d'un vhost. Ça commence de là, ça se termine là. Et on le configure avec des directives, comme je vous ai dit un petit peu dans une autre vidéo. Donc tout ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'en copier un, pour avoir au moins la structure de la chose. Et puis dans ce include virtualhost.conf, on pourrait y venir mettre ce premier vhost. Donc ce vhost va être le virtual host par défaut. Alors en fait, avec Apache, à partir du moment où on commence à créer des virtual hosts,
C'est-à-dire que le dossier local web depuis lequel on est et qui est le dossier, on va dire par défaut, va faire comme si qu'il va plus exister. Donc pour lui redire qu'il existe et qu'il soit toujours le dossier par défaut, il faudra lui dire ici dans le virtual host où se trouve ce dossier local web. Donc c'est ce qu'on voit ici dans la directive document route. Cette directive qu'on a vue, juste parce que c'est un peu grand ce fichier, hop, c'est encore au-dessus, c'est pas très loin, voilà, la directive document route, celui qui vise notre local web, d'accord, avec un bloc directory qui donne un petit peu les autorisations de ce répertoire. Donc cet élément on va le copier en fait. Directory en entier, on enlèvera tout à l'heure les commentaires, mais ici on va les laisser. Et puis le fameux document route qu'on peut copier. Et puis je vais dans mon virtual host inc, puis je vais coller tout ça en dessous afin de faire un petit peu de rangement. Donc tout ce qui est les commentaires, hop, je les enlève puisque c'est des commentaires. Donc là c'est pareil, des commentaires et une ligne blanche j'enlève. Et là même chose, commentaire, ligne blanche j'enlève, même chose. Ici, commentaire, j'enlève. Et voilà ce qui reste un petit peu de tout ce qu'on vient copier, c'est ce qui est utile ici. Donc ici par contre on ne va pas utiliser la variable path. Normalement on peut l'utiliser mais ça va éviter parce que j'ai déjà rencontré plein de problèmes. Donc vaut mieux donner le chemin vraiment complet de là où ça se trouve. Le chemin complet, on l'a, il suffit de hop, faire un petit copier et on le colle. Donc les slash là, vaut mieux les mettre dans l'autre sens. Donc je pense que ça marche quand même dans ce sens là, mais voilà, vaut mieux les mettre dans l'autre sens, c'est plus prudent. Donc ça je vais bien le couper, puis maintenant je vais remplacer ce document route par ce chemin. Même chose pour le directory là, je vais remplacer par le même chemin, puisque ce truc là envoie ici. Et ici ça règle des autorisations pour ce dossier. Donc bien sûr le document route dans le virtual host il est ici. Donc ce document route ici, je vais l'effacer tout bonnement, puisque le vrai document route que je veux donner c'est celui-là. Donc la partie directory bien sûr va se trouver dans ma section virtual host. Donc ça, je vais faire un espace et je la mets dedans. Pareil, je réindente comme on a l'habitude de le voir. Limite, je peux faire un petit espace entre les directives et la partie directory, voire même là dans mon fichier si je veux avoir un peu plus de lisibilité. Donc ici le serveur admin, il a décidé de s'appeler webmaster, le nom du serveur, souvent c'est comme ça qu'on s'appelle, et là il a choisi un nom demi-host.example.com. Ici c'est à vous de définir l'adresse que vous voudrez avoir en fait. Par exemple, moi c'est unixver.net, donc je veux dire unixver.net. Ce unixver.net là, je vais le recopier partout où je vois ce demi-host.example.com. Donc je le recopie ici. Ici sur server name, même chose. Je le recopie. Ici je vois que c'est encore écrit. Donc je le recopie. Et dans log, pareil. Voilà. En d'autres termes, mon serveur par défaut a comme nom unixver.net, un alias, c'est-à-dire soit j'écris unixver.net dans la barre d'adresse ou soit j'écris www.unixver.net, ça me ramènera tous les deux dans le même dossier.
dossier qui est document root qu'on vise ici, et le dossier qui a les permissions qu'on donne ici. Le serveur admin, ça sert à pas grand chose, c'est juste voilà, à titre d'information. Le document root c'est important, dans chaque virtual host il y aura un document root, et il y aura un directory qui vise le document root. Le serveur name sera toujours différent, qu'il y ait un serveur alias ou pas, peu importe, c'est vous qui décidez. Et les fichiers d'erreur ou les fichiers de login, on va dire d'accès, sont dans un répertoire log. Log, bien sûr que là il est situé un peu n'importe où. Donc il faudrait qu'on lui dise, bah mets-moi ces fichiers journaux d'erreur dans le répertoire log, mais qui se trouve à un endroit précis. Donc cet endroit précis, je vais pas les mettre dans le local web. Je vais pas les mettre dans data. Donc dans les binaires, au niveau d'Apache, il a un dossier de log. Et par défaut, il en a déjà quelques-uns. Donc vu que c'est le serveur par défaut, je vais mettre ces logs dans le répertoire d'Apache. Donc même chose, je copie l'adresse de là où je vais vouloir les mettre. Je la colle et à nouveau je remplace tous les slash. Je la reprends, je la coupe et je l'ajoute juste devant log. D'ailleurs j'aurais pu enlever log puisqu'il y est deux fois. Donc, je remplace log ici par la même adresse pour que mes fichiers maintenant se stockent là-dedans à ce nom-là. Il va y avoir une autre chose à dire. Cette fois-ci c'est à votre PC, à votre ordinateur. Il va falloir associer en fait une adresse IP à votre machine et que cette adresse devra rester fixe. Donc il y a deux solutions, soit parce que par la suite vous voudrez que vos potes puissent y accéder. Dans ces cas-là il faudra donner une adresse IP on va dire de votre réseau local, ou soit vous utilisez l'adresse IP que on utilise depuis le début, c'est-à-dire la 127.0.0.1 là. Donc nous pour l'instant on va utiliser cette adresse là. Donc pour ce faire on va aller dans le ordinateur, disque dur C, puis dans le dossier Windows, dans le dossier System32, dans le dossier Drivers, dans le dossier etc. Et ici c'est le fichier qui s'appelle host. Sur Linux, /etc/host. Voilà, vous n'avez pas tout le chemin Windows System 32, mais c'est à peu près pareil. Donc ça, vous allez l'éditer avec Notepad++. Alors en fonction de vos droits sur le système, peut-être que la disquette va être de couleur grise. Si tel est le cas, sur le fichier host, vous faites un clic droit et vous allez dans ses propriétés. Et au niveau sécurité, sur le compte administrateur, si vous êtes bien administrateur et que vous n'avez pas le contrôle total, alors dans modifier, resélectionnez votre nom et mettez bien le contrôle total. Puis appliquez les changements. Là je peux pas le faire puisque c'est déjà fait. Ensuite, fermez votre fichier host, bien entendu puisque vous avez fait des changements, et rééditez-le à nouveau. Et du coup vous aurez une disquette de couleur bleue. Donc ça voudra dire que vous pourrez modifier ce fichier. Vous aurez le droit. Donc ici, c'est un peu simple. En gros il nous dit, pour faire des résolutions de noms, pour associer un nom à une adresse IP, c'est un petit peu comme dans votre téléphone portable, vous associez des noms et prénoms au numéro de téléphone portable. Là on fait la même chose avec les adresses IP, on associe des noms de sites à ces adresses.
Bien sûr, ceci ne fonctionne pas sur Internet, ne fonctionnera que sur votre machine et uniquement sur votre machine. Ça ne fonctionnera même pas entre deux machines sur votre réseau, puisqu'on va utiliser cette adresse-là spécifique. Donc on va écrire ça dans le fichier host 127.0.0.1 et ça va valoir, comme on lui a dit, unixver.net. Mais pas seulement, puisque j'ai donné un alias. Donc je vais recopier cette ligne et devant unixver.net, je vais ajouter aussi l'alias que j'ai défini. Et j'enregistre mon fichier host. Alors pour voir si les configurations vont fonctionner, je regarde si j'ai bien enregistré le fichier include virtual host là, que les réglages ils sont bons. Je vais demander à Apache de redémarrer, du moins à EasyPHP redémarre. Si on n'a pas de gros avertissements qui font boom, c'est que c'est bon, il n'y a pas eu de problème dans le fichier de configuration, sinon c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Et ici, je vais ouvrir un nouvel onglet, puis je vais tester. Si je tape unixver.net et que je valide, on voit que j'arrive sur www.unixver.net et que du coup il n'a pas chargé le serveur par défaut. En fait ici à la fin il faudrait que j'ajoute un slash. Et là il y a dû y avoir un souci. Voilà. Vous voyez, les deux serveurs sont arrêtés, donc je vais redémarrer MySQL, même si on n'en a pas besoin pour le moment, et je vais redémarrer Apache. À nouveau, je vais réactualiser la page unixver.net. Et on tombe bien sur notre page d'accueil. Donc, ceux qui n'auraient pas voulu mettre unixver.net par contre, comme par exemple, tous les... Je vais faire ça pour que ça soit plus simple. Tous les unixver.net avec un CTRL H, donc ça va faire appel à la fenêtre remplacer. Je vais rechercher les unixver.net pour les remplacer par facebook.me. C'est juste pour délirer. Je remplace tout. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé? Partout où j'avais écrit unixver.net, ça s'est remplacé par facebook.me. Mais les dossiers n'ont pas changé. Il y a juste ça qui a changé. Je vais enregistrer mon node virtuel. Bien entendu, faut que dans le fichier host, je fasse la même chose. CTRL H, Notepad il est pas bête, il se rappelle qu'on veut remplacer unixver.net par facebook.me, je remplace. Et on voit que les deux ont été remplacés. J'enregistre à nouveau le fichier host. Bien sûr, si je redémarre pas Apache, lui pour l'instant, là, il me ramène sur mon vrai site à moi, c'est pour ça qu'on voit ce logo là. Donc visiblement il a un petit peu été redémarré, mais je vais le redémarrer par prudence, puisque j'ai changé les fichiers de configuration. Donc voilà, je vois qu'il reste en mode arrêt, donc voilà. Donc ici, je vais retomber sur cette page unixver.net, donc ça c'est normal puisqu'il s'appelle plus comme ça. Donc je vais lui dire maintenant, c'est facebook.me, mon site. Et vous avez vu, on retombe sur notre site. Donc c'est un petit peu ça, les hôtes virtuels, ça va servir à personnaliser l'adresse. Et puis mettre le dossier quelque part. Donc là je vais pas utiliser facebook.me pour le serveur par défaut dans mon cas, mais c'était pour vous faire voir comment vous pouvez changer le nom. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce que je mets en fait. Ici j'y touche pas, ce fichier http et hostvconf, je suis dedans, c'était juste pour copier cet élément là, mais après je le ferme, j'y touche pas. Par contre ce include, lui c'est pareil, je vais refaire des CTRL Z pour revenir à unixver.net. Je vais à nouveau enregistrer ce fichier. Je vais à nouveau redémarrer Apache parce que je viens de faire le changement. Vous, si vous l'avez pas fait, ne le faites pas, ça sert à rien de le faire, quoi. C'était juste pour vous faire voir qu'on pouvait changer le nom. Et
maintenant, bah du coup c'est plus facebook.me, puisque si j'actualise, lui il va pas trouver, il va chercher. Voilà, il trouve plus. Mais si je remets unixver.net, au lieu de voir mon site, par défaut, le logo qu'on avait vu, on va normalement retomber. Je vais bien réactualiser. Apache n'a pas redémarré. Voilà. On retrouve bien la page qu'on était en train de créer tout le long de notre vidéo. Donc ça, bien sûr, c'est le serveur par défaut. Bien entendu, le serveur par défaut est toujours accessible par son adresse, qui est celle-ci. Ça change pas. Donc le but maintenant est de créer notre propre serveur. C'est-à-dire de garder le serveur par défaut, mais nous-mêmes de s'en créer un autre. D'ailleurs, au passage, on va aller voir les fichiers de log, puisqu'il a créé des fichiers de log facebook.me, qu'on va les supprimer. Donc je repars dans le fichier serveur binaire apache log, pour qu'on voit bien les unixver ils sont bien créés, et que le facebook.me, le test entre les deux, lui aussi c'est créé, que je vais enlever vu que c'était un test et que ça sert à rien que je les laisse là. Donc, dans serveur, ou autre part, vous n'êtes pas obligé de rester dans serveur, vous pouvez l'autre part. Mais là, bon, je vais rester dans serveur pour le moment. Je vais me créer un dossier à la racine, mais je vous le dis, vous le mettez où vous voulez. Et je vais l'appeler virtual host. Voilà. Et puis dedans, je vais y créer des virtual hosts. Alors, dans les virtual hosts, je vais me créer ce qu'on va dire un template, un squelette de répertoire. Comme ça, à chaque fois que je voudrais créer un nouveau virtual host, j'aurai plus qu'à copier le dossier qui a un petit peu déjà la structure. Alors on va voir. Premièrement, le dossier, je vais l'appeler X, pour dire qu'il n'a pas de nom et que c'est lui que je vais m'amuser à dupliquer quand j'en aurai besoin d'un nouveau virtual host. Dans un virtual host, je vais avoir besoin d'un dossier. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Par exemple, soit local web, et dedans, c'est là-dedans que vous mettrez les dossiers comme on a fait jusque là. D'accord, mais ça sera un autre dossier local web, avec un autre nom pour le serveur. Soit des fois, vous pouvez l'appeler www. D'accord, et dedans, vous mettrez vos fichiers comme on met dans le local web. Soit vous pouvez l'appeler public underscore HTML. Et du coup, vous savez que c'est vos fichiers HTML publics que vous mettez dedans. Donc ici, on va rester sur un truc qu'on voit assez souvent, par exemple www. Je vais en créer un autre ici, qui va être logs. Rappelez les logs. Donc les logs, pour mon site virtuel, se stockeront dans son dossier à lui, et non pas dans le répertoire d'Apache. Ça sera différent. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre encore ici? Par exemple un dossier config, dans lequel dedans vous pouvez mettre des fichiers comme des enregistrements de bases de données, des trucs comme ça, que vous voulez garder en sauvegarde quoi. Donc ce qu'il faut comprendre dans l'architecture de ce X, c'est que X portera le nom de notre serveur. D'accord? Que dans le nom de ce serveur, il va contenir 3 dossiers. Et que seul le dossier W sera accessible sur le navigateur. Les autres dossiers, vous ne pourrez pas les voir dans le navigateur, mais vous les verrez dans les dossiers. Donc le dossier W contiendra toutes les pages web pour le site virtuel en question. Le dossier config, c'est comme ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais vous pourrez y mettre vos fichiers que vous voulez dedans si vous avez envie de mettre des fichiers. Et les logs, c'est les logs qu'on voit que le serveur va créer. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ce dossier X est un dossier qui va me servir à rien, juste à faire ça. Copier, coller. Voilà. Et ici, je vais appeler un serveur... j'en sais rien, multimédia, tiens. Voilà. Donc, mon serveur multimédia a un dossier config, un dossier log, un dossier W. C'est pour ça que comme ça, chaque fois que j'ai besoin d'un nouveau serveur, je fais une copie de X et automatiquement j'ai ces 3 fichiers, ces 3 dossiers qui sont déjà créés quoi.
Donc ici j'ai plus grand chose à lui dire à multimédia, si ce n'est que ce chemin là, je vais devoir le garder en mémoire pour faire un petit peu la même chose que j'ai fait ici. Alors, comment faire un deuxième virtual host? C'est simple, on recopie le même truc que là, puis en dessous, on en recolle un autre. Sauf que là, l'étoile voulant dire un petit peu tout, bon ça on peut laisser, c'est pas un problème. Donc ici, vu que j'ai appelé mon serveur multimédia, déjà tout ce qui est unixver.net, CTRL H, et je vais le remplacer par multimédia. Multimédia.web. Voilà. Donc, que ce soit une adresse qui existe sur internet ou pas, c'est peu importe, puisque de toute façon il ne va même pas sur internet à cause du fichier host. Dès qu'il trouve une correspondance dans le fichier host, il vous affiche la page. Donc, là je peux pas le faire. Puisque si je fais ça, en fait il va me remplacer tous les unixver.net là-haut. Donc je peux pas faire un remplacer tout, mais je peux faire remplacer au fur et à mesure. Et du coup le champ noir va se déplacer dans les champs au fur et à mesure. Donc je fais un remplacer, puis le suivant, encore le suivant, encore le suivant. Voilà. Maintenant en haut, non, je ne veux pas y toucher, je garde unixver. Donc ici, vu que c'est mon autre serveur, c'est celui que je vais créer avec le dossier, donc son document route à lui, il va falloir que je lui dise, toi, ton document route se trouve dans serveur virtual host multimédia www. Donc, je le colle pour le moment sur le côté, je remplace les slash, je le coupe, CTRL X, et je le colle à la place de l'autre. Puis je recolle à la place d'ici, tout comme on a fait au-dessus. Et ici, pour les logs, on sait que c'est le dossier multimédia, mais au lieu du W, c'est le dossier log. Donc j'ai juste à prendre la partie avant W. Donc dans ces cas-là, je prends le slash, donc je ferai attention. Et ici, avant log, je vais remplacer par le chemin. Juste avant log, hop, par le chemin. Donc, on est bon, puisque mon serveur multimédia se trouve bien dans le dossier virtual host, dans le dossier multimédia, virtual host, le dossier multimédia qui contient bien un dossier de log. Et dedans, pour le moment il n'y a rien, mais quand je redémarrerai Apache, logiquement, s'il a bien fonctionné, s'il a bien compris, on va trouver ces fichiers multimédia.web-error.log ici. Et même chose pour access. Et pour tester notre serveur, savoir si ça va bien fonctionner, dans www, je vais faire un nouveau document texte que je vais tout de suite renommer en index.html. Donc ça, on sait pourquoi on le nomme comme ça maintenant. Je dis oui. Ici, je vais l'éditer tout de suite avec Notepad++. On va lui mettre un petit H1. Et dans ce H1, je vais dire serveur multimédia. Au passage, ici, je vois que l'encodage est ANSI. Donc, encodage, convertir UTF-8. Et j'enregistre mon fichier index.html. Qui est bien dans le répertoire multimédia W1. Donc, maintenant, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est, dans notre fichier host, venir ajouter les deux lignes comme celle-ci, puisqu'il y a un alias aussi, j'avais copié aussi l'alias, qui est www.multimedia-a.web. Donc ça c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre les alias si vous voulez pas mettre les W devant.
Et ici, je vais remplacer, pareil, unixver.net, CTRL H. Il se rappelle que voilà, juste avant, sauf que je peux pas faire remplacer tout puisqu'il y a deux unixver, donc même chose, remplacer, puis remplace le suivant. Voilà. Et c'est bon. Puis, j'enregistre le fichier host. Vu que j'ai la flemme d'écrire, je copie. Ici, Apache, faut que je le redémarre, mais avant je vais enregistrer mon fichier virtual host conf. Voilà, chose qui est faite. Et là, j'arrête Apache. Je démarre Apache. Voilà, il a bien démarré, il n'y a pas d'erreur. Si je regarde dans le dossier log de mon dossier multimédia, je vois bien les deux fichiers de log. Pour l'instant, il n'y a rien, ce qui est normal. Et si, dans le navigateur, je vais à l'adresse que je viens de copier, donc si vous faites ça et que ça ne marche pas, d'accord, c'est qu'il faut, en fait, comme il vous l'indique en haut, mettre un slash à la fin. Donc je colle et je rajoute juste un slash à la fin. Et on voit bien qu'on tombe sur serveur multimédia. Donc on est bien dans le dossier qu'on a indiqué. Donc je sais pas si c'est clair. C'est pas très complexe au fond ce que je vous fais voir. Et l'avantage c'est que maintenant vous allez pouvoir créer plusieurs serveurs comme ça dans lesquels vous pourrez déposer plusieurs projets différents. D'accord. Alors après il y a aussi plutôt une autre méthode que moi je préfère. C'est-à-dire que là j'ai mon note par défaut, dans le fichier par défaut d'Apache on va dire, qui lit. Et puis je me suis rajouté un note personnalisé qui est aussi dans le fichier par défaut. Puis imaginez que j'en ai 50 comme ça. Donc à la fin ce fichier va être un petit peu volumineux, puis ça va être difficile de se repérer dedans. Moi j'ai pris l'habitude, au lieu de l'inclure dans ce fichier, je vais en créer un nouveau. Donc un nouveau document. Au lieu que cette partie là soit dedans, je vais la couper et je vais la mettre dans le nouveau document que je suis en train de créer. Ce document, j'ai pris l'habitude de l'enregistrer au nom du serveur. Donc je fais un CTRL-C parce que je veux copier cette information là. Puis dans fichier enregistrer sous, ici je suis dans le répertoire d'Apache, d'accord, serveur, binaire, Apache, conf, là où il y a le fichier virtual host juste à côté. Moi je vais me créer un nouveau dossier dans cet endroit là, bien où il y a extra et original, et je vais l'appeler vhost. Vhost voulant dire les virtual hosts, mais c'est les fichiers de configuration de mes virtual hosts que je vais mettre dedans, et non pas mes virtual hosts qui eux, vous avez vu, c'est comme multimédia et dans ces serveurs virtual host. Donc je vais dans ce dossier et ici je me mets sur, si on regarde bien, les fichiers de configuration se nomment tous conf.conf, d'accord. Donc dans vhost, je vais lui dire ici, tu te mets en tout type de fichier, donc il faut remonter la barre tout en haut, tout type. Ici je colle ce que j'ai copié il y a quelques secondes, c'est-à-dire le nom de mon serveur, multimédia.web, et puis je vais rajouter .conf. En gros, c'est moi qui détermine mon extension. Voilà, ce fichier multimédia web.conf est enregistré. Donc bien sûr, si je fais ça, j'enregistre le virtual host, le inc de Apache qu'on vient de modifier juste avant, et que je relance Apache, c'est-à-dire que je l'arrête et que je le démarre. Donc là, on va voir un petit souci. C'est sur notre site. Si j'actualise maintenant, il me donne ma page d'index par défaut. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, cette hôte virtuelle qu'on vient de créer, on l'a pas inclus dans le fichier httpd.conf. D'accord? Ce fichier httpd.conf, comme on a vu la toute dernière ligne là-bas, il inclut le fichier virtualhostconf, donc ce fichier là. Et ce fichier là, normalement, contenait le code qu'on vient de mettre dans celui-là. Et comme on a enlevé ça de cet endroit-là, et que lui, httpd.conf le connaît pas, du coup, il le charge pas.
Alors c'est ce qu'on va lui dire. Tout simplement, vous recopiez la même ligne qu'ici, vous la mettez juste en dessous. Important ici, mettez virtual host défaut. Comme ça, vous vous rappelez qu'ici, ça sera le virtual host par défaut, celui qui remplace un petit peu le document root dans le fichier HTTPD qu'on a vu plus loin. Et là, vous mettez par exemple virtual host perso. Comme ça, ça sera tout au virtual host. Donc, nous, où est-ce qu'on a mis ce dossier là? Alors, c'est pas etc, ça je vais réduire. Hop. Donc, si je regarde dans serveur, les binaires, le dossier d'Apache, dans le dossier conf, puisque c'est où on est, conf, lui, il incluait le fichier virtual host qu'il était ici, mais moi, je peux pas, puisqu'il va falloir que j'aille dans vhost. Donc, après conf, après le slash, je rajoute mon dossier vhost. Je sais pas si j'ai mis un S. Vhost avec un S, donc faire attention à ça, hein, sinon ça va provoquer des problèmes. Et ici dedans j'ai mon fichier qui s'appelle multimedia.web.conf. Mais imaginez, à chaque fois que vous allez créer un vhost, vous allez créer un nouveau fichier comme ça. En gros, vous allez faire un dupliqué, quoi. Vous allez faire comme on a fait avec la structure. Je copie, je colle, je le renomme au nom du serveur. Puis dedans je l'édite et je renomme le serveur par le nom du serveur que j'aurais créé. Ensuite, dans mon virtual host, je duplique X et je renomme au nom du serveur. Et puis voilà, j'ai recréé un autre hôte virtuel. Le problème c'est qu'à chaque fois je vais devoir venir aussi dire dans HTTPD, attends, j'ai encore un nouveau fichier à te donner dans la configuration. Donc ça on veut éviter. Donc je repars dans la page, je repars dans conf et vhost. Le but ici, ça va être de lui dire, attends mon grand, tous mes sites virtuels, ils vont tous avoir un nom, mais ils se termineront tous par .conf. Donc moi je vais lui dire, dans le dossier vhost, si tu trouves un fichier qui se finit par .conf, tu l'inclus dans la configuration au lancement d'Apache. En d'autres termes, ça va se traduire par un truc tout simple. Dans le dossier conf, dans le dossier virtual host, tous les fichiers, donc ici il a un nom, mais pour dire tous les fichiers sans savoir le nom à l'avance, on met une étoile. Ici ça voudra dire tous les fichiers qui se finissent par .conf, tu les inclus dans le fichier httpd.conf. J'enregistre cette info. Vous avez vu, j'ai pas inclus multimédia.web, d'accord? Mais comme il se finit par .conf ce fichier, alors il sera inclus automatiquement. Et si ce que je dis ça marche, on va le voir, je vais couper Apache, redémarrer Apache, revoir la page web multimédia, et en actualisant, normalement, je devrais revoir la page que j'ai vue juste avant, c'est-à-dire serveur multimédia. Donc je suis bien au bon endroit, il l'a bien intégré, et il l'a bien intégré. À l'avenir, ce qu'il me reste à faire, dupliquer un fichier de conf, modifier bien sûr les noms qu'il y a dedans, hein, qui pointent vers le dossier virtuel, et dans le virtual host, dupliquer le X, et puis voilà, juste donner le bon nom qu'on a donné dans le fichier de conf. Et puis ça fonctionne tout de suite. Bien sûr, redémarrer Apache à chaque fois que vous faites cette opération, tout le temps. Ah oui, puis allez dans le fichier host, bien sûr, pour indiquer le nom du serveur, hein, sinon ça va pas marcher. Si par exemple ici j'avais pas mis le W, même qu'Apache le connaît, donc j'ai pas besoin de redémarrer Apache pour ça quand je modifie ce fichier là, que si ici je demande www.multimedia.web et que j'actualise, vous voyez, il connaît pas. Alors que petit CTRL Z, j'enregistre le fichier, je fais que réactualiser la page, il connaît. D'accord? Donc les alias, c'est comme les noms de serveurs. Si vous mettez des alias, vous devez les ajouter à la suite ici. Donc voilà, ça fait 1h30. Si juste avant de quitter cette vidéo, pour la prochaine, on va voir aussi un autre truc qui va encore nous simplifier la vie. Vous allez télécharger Aptana, comme c'est écrit ici,
Studio 3. Ici, vous download Aptana Studio 3. Voilà. Et vous le prenez bien en mode standalone version. Non pas en Eclipse plugin, mais en standalone. Ça veut dire que il fonctionne tout seul, il n'y a pas besoin d'installer Eclipse puis d'ajouter le Aptana Eclipse. Là, vous aurez Aptana tout seul. Donc, vous cliquez là-dessus. Looking différentes OS, alors oui, si vous n'êtes pas sur Windows, puisque là il propose Windows, vous cliquez ici et vous choisissez votre système pour avoir Aptana. Et on clique sur Download. Voilà, donc vu qu'il fait un poids assez conséquent, et que c'est pour la prochaine formation qu'on va en parler, c'est juste, voilà, il sera déjà téléchargé pour la prochaine vidéo. Alors je peux vous dire un petit peu ce que ça va être, ce truc-là. Ça va nous servir à remplacer Notepad++. Alors on va dire, ouais mais il est bien Notepad++, puis en plus il y a plein de fonctionnalités. Ben l'autre il est encore mieux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc à la prochaine vidéo, on ira à la découverte d'Aptana. Et dans notre hôte virtuel multimédia là, bah on va y reprendre tout notre site qu'on avait créé précédemment, sauf qu'on va le remettre à la mode Bootstrap. Donc on va le rendre un peu plus design, toujours sans faire de CSS pour le moment, on reste que dans le HTML5. Voilà, donc je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine.